Voilà, merci pour ce jingle. Isabelle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Isabelle Ril, donc directrice de l'Institut Prairie, Paris Artificial Intelligence Research Institute. Juste un mot, justement, je fais un peu comme avec Quentin, nous rappeler ce que fait ton institut aujourd'hui. Ah ben ça va commencer la controverse. Moi, je ne peux pas dire qu'il ne s'est rien passé après le rapport Villani, puisque justement des instituts de recherche ont été créés suite au rapport Villani, dont Prairie, qui est aujourd'hui l'un des... alors qu'on a un peu renommé en PSCI pour avoir l'idée d'une school et de la formation dont on reparlera après. Donc on a vraiment la compétence recherche académique avec toute la compétition internationale qu'on vient d'évoquer, formation qui est très importante, et puis innovation, lien avec les entreprises. Et donc le but c'est ça, c'est notamment participer au conseil conseiller les entreprises pour orienter leurs travaux. Conseiller, ça va un peu loin puisqu'on n'est pas de prestation de service, on ne remplace pas des entreprises qui font ça très très bien. Mais par contre, sur tout ce qui est vraiment recherche de pointe, il y a beaucoup de choses à faire entre les entreprises et les laboratoires via des mécanismes de collaboration, des co-encadrements de doctorants, etc. Alors, Quentin nous disait, on donne peut-être pas assez la parole aux ingénieurs. Est-ce que toi, pour prolonger un peu tout ça, est-ce qu'on ne donne pas assez la parole aux chercheurs, notamment en ce moment? On sait que le climat, parfois, remet en cause la science. Hein, on en a un aux États-Unis. Mais justement, est-ce qu'il faudrait... les chercheurs n'ont pas assez la parole en France, même si on a des grands instituts, évidemment les CNRS, INRIA, on est plutôt bon dans le domaine. On nous pique nos chercheurs aussi assez facilement. Alors, tout à fait. Je pense que... Alors, évidemment, je vais... comme Quentin, prêcher pour ma chapelle, mais on n'écoute pas assez les chercheurs. Aujourd'hui, on est dans un moment où la science ou la recherche n'ont jamais été autant mis en avant dans le débat public. On a parlé du rapport Draghi, il y a le rapport Letta, il y a le rapport Heitor. Il n'y a plus aucune, en tous les cas dans le discours, aucun doute sur le fait qu'on a besoin d'innovation, qu'on a besoin d'être plus punchy, qu'on a besoin d'aider les entreprises et qu'au début de ce pipe, mais il y a de la recherche. Et que si on veut alimenter le pipe, il faut déjà commencer le début. Et donc, il y a de l'innovation. Par contre, quand on en arrive à prendre des décisions sur faut-il investir sur ce domaine scientifique ou celui-là, etc., on a encore une espèce de décision bureaucratique qui, en tous les cas, à mon sens, n'écoute pas assez les experts. Si on s'entoure des meilleurs chercheurs, eh bien, profitons-en pour écouter leur avis et pour écouter ce qu'il faut faire. Alors, ça ne veut pas dire on rejoint un peu l'histoire de la DARPA. Ça ne veut pas dire que vous prenez un expert en IA, il peut vous dire ce qui va se passer dans 5 ans. Il peut vous dire, selon son impression, vers quelle direction il faut aller. Et il faut qu'un décideur public écoute les différents courants et prenne sur lui d'analyser et de voir comment gérer l'avenir et comment investir au mieux pour ne pas être en retard. Après, la difficulté, si on le voit aujourd'hui, les politiques, ils sont souvent dans un temps court, malheureusement, même si on a un président qui est élu pour 5 ans, on peut dire que c'est un temps semi-long, mais on a un peu ce souci-là, que les chercheurs, on investit, on voit quand on parle de quantique aujourd'hui, on est dans des horizons à 5 ans, 10 ans, même si la technologie avance beaucoup en ce moment. Mais c'est un peu ça le décalage, il faudrait davantage anticiper. Alors effectivement, il y a un temps politique dans lequel les politiques ont besoin d'avoir leurs propres programmes, leurs propres annonces, leurs propres stratégies, qui n'est pas le temps du chercheur. Une thèse, ça dure 3 ans. Donc déjà, la moindre chose qu'on fait, c'est long. Mais par contre, dans ce temps long sur lequel on se projette, il y a quand même des étapes. Et ça, c'est possible d'avancer un peu à la fois, même sans savoir ce qui va se passer dans 10 ans en IA. Je pense que personne ne le sait. Il y a quelques courants qui se dessinent actuellement, il y a des gens qui vont vers des agents, la causalité, etc. Et donc, il y a bien des tendances qui sont quand même à court ou moyen terme. Et alors, comment on peut associer justement les chercheurs, notamment en IA, aux grandes décisions ? Alors ça, c'est un sujet de gouvernance. Je pense qu'il faut de plus en plus les inclure dans les comités. Pas forcément... on n'a pas besoin de chercheurs dans les grandes administrations ou en tant que chercheurs. D'abord, il y a 2 choses. Il y a certains pays, on a beaucoup parlé des États-Unis jusqu'ici, dans lesquels la plupart des gens en poste de direction, que ce soit dans l'administration ou dans les entreprises, sont passés par l'université et ont fait un doctorat. Ça ne veut pas dire que ce sont des chercheurs toute leur carrière, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des businessmen ou autres, ça veut dire qu'ils ont bien la notion de l'innovation, de la découverte intrinsèquement vissée au corps. Donc déjà, ça c'est une chose, mieux reconnaître ces diplômes.
Et puis, par ailleurs, prendre l'avis, la consultation des experts autant que nécessaire. Oui, c'est ce qu'on oublie un petit peu. Alors, pour illustrer ce que tu dis, parce qu'on a vu tous arriver cette vague des LLM, donc fin 2022, enfin surtout 2023, on va dire, parce qu'on n'était pas beaucoup à connaître, enfin moi le premier, hein, à connaître ChatGPT novembre 2022 quand on l'a vu apparaître. Mais toi, tu disais justement, si on écoutait les chercheurs, alors c'était Prairie qui avait organisé un événement pour fêter ses 2 ans, donc c'est en 2021, et l'une des tables rondes, c'était le challenge des IA, les larges modèles. Donc ça veut dire quand même que les chercheurs avaient vu le coup arriver. Alors c'est vrai que ceux qui s'intéressaient à l'IA voyaient ça. D'ailleurs, Satya Nadella a investi dans OpenAI en 2017. Mais voilà, on aurait pu être écouté, y aller plus vite. Alors, pour être tout à fait honnête, les chercheurs, je ne sais pas, mais moi en tout cas, et je pense que quand même pas mal de gens autour de moi, n'avaient pas vu la déferlante ChatGPT au sens, le côté grand public, l'outil, toute la partie formidable d'ingénierie qui s'est déroulée là derrière. Par contre, le fait que le traitement automatique des langues était en train de profondément être mis en question, et en tous les cas aller connaître des évolutions très importantes avec ces grands modèles qui étaient développés, qui commençaient à avoir du corps, du sens, ça avait été prévu par un certain nombre de chercheurs, il y a des rapports qui avaient été envoyés, etc. Après, effectivement, alors, je peux prendre la casquette recherche et dire, voilà, on n'a encore une fois pas été écouté. Après, en étant un peu raisonnable, on peut aussi admettre que le décideur reçoit sûrement plusieurs annonces de courant à venir et qu'après, c'est aussi l'idée c'est un peu comme une équipe de foot, quoi. Il faut parier sur le bon joueur. Et ça fait partie de la question du décideur. Alors, autre question, aujourd'hui, on a une bonne collaboration entre la recherche, mais plutôt avec les grandes entreprises. On voit des labos communs qui se créent. Par contre, toi, ce que tu penses, c'est qu'il faudrait aussi... Alors, il y a des PME, ETI qui ont ces liens aussi avec ces labos de recherche, mais dans des domaines très pointus. Et tu trouves qu'aujourd'hui, le fait qu'on puisse davantage écouter les chercheurs, ce serait aussi que les PME, ETI n'hésitent pas à aller vers la recherche, mais que ça aille dans les deux sens. Oui, ça c'est une grande frustration parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à développer qui ne marche pas si bien que ça. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus, on ne peut pas parler de recherche fondamentale et de recherche appliquée, c'est pas vrai. En tous les cas, on y a. Entre un article de recherche dans une grande conférence, donc un machin qui a été gribouillé au tableau noir, et le moment où ça arrivera dans votre poche, parfois il y a moins de 2 ans. Ça va très très vite. Et donc, évidemment, si on veut que les entreprises, les gens qui ont des idées de produits, etc., puissent s'en emparer, il faut qu'ils soient très, très proches du milieu académique. Alors, pas forcément en ayant des collaborations, mais déjà en faisant de la veille technologique, en étant en contact, en étant dans le bain de l'écosystème. Et ça, les grands groupes, ça marche très bien parce qu'ils ont des services pour ça, parce qu'ils ont des départements de R&D, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, souvent, ça se passe très bien aussi avec les startups, parce qu'il y a beaucoup de startups de ce monde-là, qui en gros ont été créés par des chercheurs ou des gens qui étaient doctorants, etc., ou qui sont dans un incubateur à côté de gens qui connaissent, et ça se passe pas mal. Et au milieu, il y a quand même toute la masse très importante des PME, des ETI, de ces entreprises, comme Quentin le disait, qu'on voudrait voir grandir, et qui, elles, sont parfois encore un peu loin de tout ça, parce qu'elles sont vraiment parties du besoin du produit, de leur développement, sans avoir d'historique. Et ça, c'est gênant, parce que je pense qu'on se coupe de liens très importants en recherche, et elles se coupent de capacité d'innover. Et là, comment faire un peu pour justement réussir à créer ce lien? Alors, c'est pas facile. Déjà, s'il y avait plus de doctorants, de docteurs embauchés un peu partout, ça créerait déjà des liens. Donc, des ingénieurs qui ont eu un doctorat après ou avant. Et là, parfois, les décisions politiques sont un peu compliquées avec les crédits impôt recherche, tout ça. Non, pas forcément. C'est aussi une question de culture. Ouais. Et puis, de ne pas hésiter à y aller, mais il ne faut quand même pas se voiler la face. Si dans la salle, il y a des ETI ou des PME qui sont intéressés, il faut que chacun fasse la moitié du chemin. C'est pas facile. Arriver vers des chercheurs en disant, moi j'aimerais bien faire de l'IA, c'est bien gentil, mais ça marche pas. Un chercheur, ce qui l'intéresse, c'est une question intéressante. Et donc, il faut déjà, en interne, avoir fait la réflexion d'identifier le vrai besoin. D'avoir un verrou. Moi, aujourd'hui, j'ai une technologie, j'ai un produit, j'ai quelque chose qui fait ça, je veux aller là, je ne sais pas y aller, il n'y a rien sur le marché pour le faire. Et ça, une fois que le problème est bien posé, eh bien, ça peut intéresser un chercheur et ça peut entraîner une belle collaboration.
Voilà, on a quelques recettes. N'hésitez pas à poser les questions, non, c'est les questions précédentes, mais à revenir sur des questions à travers le klaxoon. L'irruption de la Gen AI, ça a été quoi la réaction des chercheurs? Moi, je lisais beaucoup d'articles en disant oui, alors évidemment, il y a ce côté magique, cette démocratisation. Quelque part, cette démocratisation de l'IA, ce qui était fou, c'était l'innovation qui allait à grande vitesse, mais au détriment parfois d'une IA plus frugale, d'une IA plus astucieuse. C'est un peu ça le sentiment? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, par exemple, les modèles de fondation qui ont fait l'LM, etc., c'était de la recherche. Après, ce que je vous ai déjà dit, toute la partie de ChatGPT mise en œuvre, etc., c'est de la très belle ingénierie, mais ce n'est pas un travail de recherche. On n'est pas équipé et on n'est pas fait pour faire ça. Et donc là, la recherche ne va pas produire un ChatGPT. Par contre, effectivement, donc il y a encore des choses à faire dans ces modèles en termes de recherche, pour mieux les comprendre, pour mieux comprendre leur comportement, pour mieux comprendre comment on peut les faire dériver, pour mieux comprendre comment on peut faire des attaques adversariales dessus, etc. Mais il y a aussi tout un autre courant d'IA, puisqu'aujourd'hui on associe un peu trop IA et IA générative. Il y a plein d'autres choses qui se font sans IA générative, pour plein de raisons. La frugalité, évidemment. Parce que si tout le monde se met à utiliser de l'IA générative pour toutes les questions qui peuvent être résolues par un autre moyen, bien sûr qu'on va exploser les quotas de consommation énergétique pour de mauvaises raisons, puisqu'on n'en a pas besoin. Donc il y a des gens qui travaillent sur d'autres modèles, par exemple des choses qui intègrent plus des connaissances sur la physique de quelque chose qu'on regarde, que ce soit la physique, les équations réelles, que ce soit un modèle biologique ou un modèle physique. Avoir de la connaissance préalable, ça réduit le nombre de données, ces espèces de modèles hybrides, on va appeler ça comme ça, le nombre de données nécessaires, le nombre de temps de calcul, etc. Donc c'est plus frugal. C'est aussi plus précis, puisqu'aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines, on ne peut pas se permettre l'approximation d'une IA générative. Il faut un résultat exact. Le jour où vous voulez un diagnostic médical vis-à-vis d'une IRM que vous avez subi, vous préféreriez qu'il n'y ait pas 10% de marge d'erreur. Donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'IA générative n'est pas forcément appropriée pour son coût, par exemple l'embarqué, mais aussi pour l'exactitude nécessaire des résultats, parce qu'elle n'a pas été faite pour ça. Tiens, je commence à prendre quelques questions. La première, on avait prédit un retour de chercheurs français des USA vers la France suite à l'arrivée de Trump. Alors, ça n'a pas eu lieu, ou est-ce que ça a eu lieu, ou est-ce que tu as senti un léger mouvement? Alors, c'est en cours. Alors, faut pas. Enfin, moi, là, je ne parle en mon nom. Je ne crois pas à l'exode massif. Parce que le déménagement transatlantique pour n'importe qui au monde, c'est compliqué. Si vous visez un chercheur installé qui a 45 ans, un conjoint qui travaille, les enfants à l'école, etc., c'est un choix de vie. Oui. Donc c'est beaucoup plus difficile que de décider de changer de quartier dans votre agglomération. Par contre, on a beaucoup de candidatures de personnes plus jeunes, voire de personnes qui auraient envisagé d'aller aux États-Unis et qui finalement n'y vont pas. Et là, je pense qu'on peut miser sur récupérer de bonnes personnes. Après, les Français qui étaient installés aux États-Unis et qui envisagent de revenir, ça, on a quelques discussions en cours, mais là aussi, c'est un processus qui ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a des programmes qui ont été lancés, Choose France, Choose Europe, et d'ailleurs, j'ai rendez-vous lundi avec la personne de l'INRIA qui coordonne tout ça. Et donc, c'est en cours, mais c'est un processus de longue haleine. Et de même, des ingénieurs d'autres pays. Alors, on sait que l'Inde est un gros pourvoyeur d'ingénieurs. Les Chinois qui viendraient plus là, on sent qu'ils viennent un peu plus en France qu'aux États-Unis. Je cible ces deux pays, mais il y en a de. On a ouvert cette année un nouveau bachelor, international bachelor of science in AI. Donc c'est tout nouveau, donc c'est difficile de faire des statistiques. Mais on a eu énormément de candidatures d'Inde, de Pakistan et d'un troisième pays dont j'ai oublié le nom, mais en Asie aussi. Voilà. Alors, est-ce que c'est plus qu'avant? Je ne sais pas, puisque le diplôme est nouveau, mais en tous les cas, on en a eu beaucoup.
Autre question, justement, on parle beaucoup de Mistral, mais si on regarde un peu, alors les sociétés françaises bien implantées, enfin qui ont leurs actionnariats américains, les Gingface. Bon, en France, on a le laboratoire QTI, on a DEUS, on a Photoroom, Giscard, Lighton, Helsing, Nabla. Donc on a beaucoup de pépites qui marchent plutôt bien dans différents domaines, un peu généralistes, tout comme Nabla dans le domaine de la santé. Tout ça nous laisse quand même penser, enfin nous laisse espérer qu'on a notre carte à jouer. Toi, c'est ton analyse aussi? Ah bien sûr, sinon je changerais de métier. Il ne faut pas être pessimiste. Donc il y a de très belles choses qui se font en France et en Europe. Il y a de très belles entreprises qui démarrent. L'impression générale, je pense, qui se retire de tout ça, c'est effectivement le problème de croissance après. Et le problème, alors certaines entreprises, par exemple Helsing, ont trouvé et Mistral d'ailleurs, ont trouvé beaucoup de capitaux. Après, le problème, c'est plutôt l'accès au marché. Parce qu'une entreprise, pour croître, elle n'a pas besoin simplement d'investisseurs, mais à un moment, elle a besoin de clients, elle a besoin de vendre, elle a besoin de chiffre d'affaires. Et là, le morcellement de l'Europe, qui est aussi pointé par Draghi, les difficultés de la commande publique, etc., qui ne sont pas du tout, comme ce que citait Quentin, le cas aux États-Unis, ça, c'est un frein et c'est quelque chose que maintenant il faut casser si on veut que toute cette belle dynamique se poursuive et ne fasse pas un flop. Oui, on n'oublie pas qu'on est une Europe à 27, et c'est un peu plus compliqué. Le coup d'après, c'est quoi? Comment on doit réagir face à toute cette innovation, selon toi? Alors, il y a de l'investissement, mais on l'a vu avec Quentin, c'était d'investissement plus matière grise que béton et climatiseur pour les data centers. Alors, je sais pas si, là pour le coup, je ne sais pas si je suis tout à fait alignée avec Quentin. Je suis pas sûre qu'on puisse. Je suis pas sûre. On pourra se battre tous les deux ici. Je suis pas sûre qu'on puisse tout rattraper. À un moment, il faut faire des choix. En tous les cas, des priorités, y aller à un endroit d'abord. Faut effectivement arrêter de modifier de politique et de priorité à chaque fois qu'on change de responsable d'un secteur ou d'un sujet. Et je pense qu'il faut arrêter le complexe d'infériorité. Je reste persuadée que le principal atout, alors ok, il y a le silicium, machin, mais c'est la matière grise, et que la matière grise, on l'a. Donc n'ayons pas peur, investissons et allons-y. Je reprends une question juste pour revenir un instant sur Prairie. Concrètement, peux-tu nous citer quelques exemples de sujets, de projets chez Prairie? Il y en a beaucoup de très très variés. Donc il y a par exemple, alors on a parlé beaucoup de modèles de langue, il y a des gens qui travaillent sur les langues rares. Comment faire, puisqu'on a besoin d'énormément de données pour entraîner les modèles, pour les langues les moins parlées du monde, qui ont aussi besoin d'accès à ces outils. On a des gens qui travaillent sur la médecine personnalisée et comment utiliser l'IA pour mieux comprendre par exemple les facteurs déclenchants génétiques de certains cancers. On a des gens qui travaillent sur, l'astronomie, des gens qui découvrent des exoplanètes en utilisant la computer vision. Donc il y a vraiment un panel d'applications absolument phénoménaux, les nouveaux matériaux. Donc on a à la fois des recherches sur le cœur de l'IA, comment faire des algorithmes plus performants, plus précis, moins gourmands, etc. Et puis des gens qui déclinent tout ce qu'on appelle maintenant IA pour les sciences, c'est-à-dire la transformation des domaines scientifiques par l'IA. Merci Isabelle, tu restes avec nous. Petit jingle et je vais demander à Quentin de nous rejoindre. Voilà, on peut applaudir Isabelle, merci. Quentin, une réaction, enfin je sais pas, sur ce qu'on a pu dire là avec Isabelle? Je suis assez d'accord en fait avec le fait que la recherche a vu arriver des choses. Moi, ce que je pense, c'est que en France, ce qu'on ne sait pas faire, c'est de faire un full-on. Quand je dis c'est pas passé à cette chose, c'est à un moment donné, c'est ce qui se passe dans la digitalisation est le truc le plus important de notre temps. Et on est 37 ou 38e dans l'ordre protocolaire au Conseil des ministres. Autrement dit, on ne parlera jamais. Donc la question, c'est quand quelque chose est aussi important, comment on le met top of mind? Comment on s'en occupe tous les jours? Et si on le fait, il n'y a aucun problème à effectivement aller se battre sur la plupart des combats. Mais encore une fois, il faut en faire le sujet dont on s'occupe.
Et ça veut dire, est-ce que, Isabelle, parfois, donc tu parlais justement de nombreux projets chez Prairie, ça veut dire qu'il y a des choix qui sont faits. Est-ce que peut-être, alors on a cette Europe à 27, mais est-ce qu'en France, on a peut-être ce souci aussi de trop saupoudrer plutôt que se fixer deux, trois... alors là, oui, on voit qu'il y a un axe Mistral, mais enfin, j'en ai cité beaucoup, ça devrait entraîner derrière d'autres entreprises, mais voilà, est-ce qu'il y a cette question du saupoudrage qui est un peu trop important? Alors, là, je parlais en recherche, on a ça c'est le mal français du saupoudrage éternel. Alors en IA, c'est pas tout à fait vrai, ça a été un peu corrigé cette fois-ci. Par contre, je pense qu'on n'a pas du tout la même optique sur ce côté-là, en tous les cas à mon sens, entre recherche et côté investissement dans les entreprises. En recherche, on ne choisit pas, on ne va pas dire aux chercheurs, demain la priorité c'est ça, il faut que tu fasses ça. Ils sont bons pour quelque chose. Et si on pense qu'un sujet n'est pas couvert, il faut trouver le spécialiste mondial de ça et le débaucher et le faire venir. On ne peut pas transformer les gens du jour au lendemain. Par contre, et puis on a vraiment des choses de... je ne sais pas comment trouver une image pour expliquer ça. Enfin, on a vraiment un coureur de pointe qui va et qui fonce. Sur les entreprises, à mon avis, c'est un peu différent. Parce qu'il faut quand même faire émerger beaucoup d'entreprises pour avoir quelques leaders, quelques idées qui grossissent. Et il y a aussi toute la complexité qui là m'échappe complètement, qui est la création des produits, l'attaque du marché, etc., qui me semble un peu plus complexe et où il faut peut-être soutenir plus qu'un champion si on veut à la fin avoir un écosystème complet qui fonctionne. Et tu es d'accord sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la DARPA, qui se dit tiens, il faut qu'on apprenne à échouer pour avancer. Peut-être que nous, on a moins, enfin c'est moins notre culture, c'est moins notre ADN. Alors la DARPA, c'est le fantasme absolu français et européen, d'avoir la DARPA. Ça fait 20 ans que vous entendez dans tous les programmes, il faudrait une DARPA. On oublie souvent les... Donc c'est le département, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le département de la recherche américaine qui est financé par la Défense, mais qui finance plein de recherches diverses et variées et qui en récupère les subsides. Et la DARPA, c'est de la recherche à risque, c'est la culture du risque et de l'échec, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi quelque chose qui est complètement antinomique à l'administration française et à l'administration européenne, c'est encore pire. Ce sont des chefs de programme qui sont extrêmement compétents, extrêmement bien payés et qui ont les mains complètement libres. C'est-à-dire qu'ils sont chefs absolus, ils peuvent arrêter un projet, redistribuer du budget sans passer par 15 commissions, le vote au Parlement, etc. D'accord. Et En fait, un chef de projet DARPA est un chercheur. Oui. Et il a été extrait du milieu universitaire, il devient chef de programme pour 4 ans et il ne sera pas renouvelé, il retournera au niveau universitaire. C'est ça qui est important, il ne prend pas racine. Oui. Donc ce n'est pas des gens dont ça devient le métier de faire ça. Et donc c'est une autre forme d'aide. C'est pour ça que je disais, c'est introduire de la diversité. En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on essaye de trouver un one size fit all pour tous les problèmes. Ce qui est complètement con. Tout problème doit s'apprécier en incluant de la diversité. Et donc l'idée, c'est tu crées une autre administration du financement de la recherche qui fonctionne différemment et qui n'a pas vocation à changer le financement actuel. Mais tu lui donnes entre 2 et 5% du financement de la recherche actuelle pour agir d'une autre façon complètement en dehors du cadre qui est fait aujourd'hui, juste pour créer de la diversité qui créera autre chose. Je rebondis un peu sur certaines. N'hésitez pas à enrichir les questions. Je rebondis justement, Quentin, sur certaines questions qui passaient sur les projets de Clever Cloud. Justement, toi, entreprise, pour te développer, alors certes, il faut trouver de nouveaux clients, etc. Mais voilà, par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, tu te dis, moi, voilà, qu'est-ce qu'il te faudrait ? Alors, le premier, c'est qu'il nous faut de la commande. Le deuxième, c'est qu'il faut que les gens acceptent de créer de la diversité dans leurs approvisionnements. Si vous êtes un industriel et que vous faites des voitures, si vous vous dites tout mon acier je l'achète à un seul fournisseur, tout le monde va vous regarder en disant mais t'es complètement con. C'est quoi votre directeur industriel En informatique, on a des gens qui se réjouissent de dire j'ai signé avec Microsoft, ils vont tout faire. Ça s'appelle mettre tous ses œufs dans le même panier, non ? Et après, t'es loqué à quelqu'un. En fait, ce qu'il faut, c'est que les DSI arrêtent de réfléchir
comme des gens qui géreraient de l'informatique, qui serait un truc... Ce sont des directeurs industriels dans une chaîne de valeur industrielle et il faut qu'ils fassent de la diversification. Et moi, j'ai fait de l'industrie. Tu te retrouves dans un cas où tu as un fournisseur, 2 fournisseurs, 3 fournisseurs. Ton troisième, il est plus petit et en plus, c'est la chaîne qui est à proximité de chez toi et tu peux la modifier. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut changer notre vision des choses et il faut être capable, du coup, d'avoir une bonne approche sur le sujet. Alors, je regarde un peu les sujets. Tiens, avant de revenir sur les questions, souveraineté, quel est ton regard là-dessus, Isabelle, sur ces enjeux de souveraineté? Alors, c'est très large, la souveraineté entre l'autonomie technologique, le patriotisme économique. Enfin, voilà, on peut avoir différentes définitions, mais tu penses que c'est un point sur lequel on doit insister davantage aujourd'hui? Alors, souveraineté comme ça en entier, c'est un peu large. Je pense qu'il faut pas mélanger les choses. Le monde de la recherche, il est mondialisé et il doit être mondialisé. On ne peut pas faire des équipes de recherche françaises, franco-françaises, avec des étudiants français et espérer être les champions du monde. Et surtout, ne rien partager avec les autres, ne rien dire. Imaginez, alors je prenais toujours l'exemple du PSG, mais maintenant ça a raté, ils ont gagné, mais qui voulaient gagner la ligue de je ne sais plus quoi, là, je ne suis pas très doué en football. S'ils avaient inventé la ligue de la porte d'Auteuil, ils auraient été champions du monde tout de suite, mais ça n'aurait servi à rien. Et donc il faut aller se mesurer au meilleur et il faut accepter qu'il y ait du turnover, qu'on ait dans nos équipes des gens qui viennent du monde entier, etc. Après, l'économie, la commande. Pourquoi une administration française achète plutôt sur un grand marché public de l'américain plutôt que du français, etc. Ça, c'est un autre sujet. Et ça, c'est très important de changer de mentalité et d'accepter d'avoir une préférence sur les marchés européens. Ton regard sur la souveraineté, Quentin? Moi, je pense que la souveraineté, elle est liée à une capacité à défendre notre culture et notre valeur. Pas d'un point de vue fermé. Moi, au contraire, je suis quelqu'un de très multiculturel et je passe ma vie à me promener. Par contre, je pense que les gens ont des cultures différentes et des valeurs différentes. La seule contrepartie du plan Marshall, qui a été imposé par les États-Unis, ça a été l'ouverture du marché des salles de cinéma français aux films américains. C'est du soft power. La fameuse expression technologie américaine, elle vient de là en fait. C'est une volonté de nous asservir et de nous empêcher en fait de nous développer. Et c'est pour ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Catherine Morin-Desailly dans un rapport sénatorial. La France est devenue une colonie numérique des États-Unis. Ils extraient et ils pompent notre richesse, que par ailleurs on a pompé à d'autres gens avant. Je suis pas en train de remettre ça en cause. Mais ce qui nous arrive, en fait, c'est un sujet où aujourd'hui on manque de capacité à prendre nos propres décisions. Est-ce que le discours de Dominique de Villepin en 2003 au Conseil de sécurité de l'ONU, on pourrait se permettre de le faire aujourd'hui? J'en suis pas tellement sûr. Par ailleurs, le fait que les amitiés franco-américaines, la French American Foundation, etc., aient vu son budget multiplié par 8 entre 2003 et 2005 de façon à s'assurer que les élites françaises soient bien américanisées, ce qui s'est très bien vu, hein, la réaction de hauts fonctionnaires devenus ministres comme Cédric O qui nous explique qu'on est des gros nazes et que jamais on sera capable de faire quoi que ce soit en France, c'est directement le fruit de ce travail de lobbying et de soft power américain de nous essayer de nous expliquer qu'on est des débiles. Et la souveraineté, c'est notre capacité en fait à garder le siècle des Lumières, cette vision. Moi, je vous invite à tous à lire De la démocratie en Amérique d'un mec qui s'appelle Alexis de Tocqueville comme bouquin. Vous vous rendrez compte de combien la culture anglo-saxonne est différente de la nôtre. Est-ce que pour autant il faut la renier? Non. Mais en fait, être capable d'accepter d'autres cultures, c'est aussi être capable d'avoir une culture qu'on est capable de sponsoriser. Et c'est ça qui fait la richesse aussi de la recherche, c'est ça qui fait la recherche de la cuisine, c'est ça qui fait la recherche de l'art. C'est une capacité à vivre tous ensemble en se frottant à l'altérité et pas se fondre dans un globish de mauvais goût. Et je pense que c'est ça, en fait, les enjeux de la souveraineté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important, parce qu'en fait, on risque de perdre notre capacité à avoir un mode de vie sur lequel on a encore des décisions et des choix. Et sans compter ce dont on parlait hier avec Claude Cher sur la partie éthique et notamment et les biais et tout ça. Le fait que la GDPR est aujourd'hui un accélérateur pour financer et vendre à l'export. C'est pour ça que nous, on vend à l'étranger. Moi, j'ai juste un point à faire. Aujourd'hui, tout le monde nous regarde en disant la souveraineté, c'est génial avec Donald Trump. Vous vous rendez compte quand même qu'on est quand même tellement naze que pour se mettre en marche de sauver notre propre économie, il faut que les Américains le fassent à notre place. C'est pas un succès de la souveraineté française, les succès de Donald Trump. C'est les mecs qui sont tellement nuls en face
qu'on se dit, il faudrait peut-être quand même qu'on s'y mette. Enfin, réagissez à un moment donné, mettez-vous en ligne de vous dire, OK, comment on fait pour avoir un secteur industriel informatique qui tient la route dans notre pays. Et ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse tous collectivement. Et surtout, et je sais que tu défends ça, c'est beaucoup open source, hein, on en a un peu parlé, enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on arrive à monter des choses dans l'open source qui peuvent rivaliser. Je rebondis un peu, je passe un peu, change de sujet. Il y a deux, trois questions qui sont revenues sur le changement climatique, le côté écologique, côté recherche. Est-ce que c'est quelque chose on parlait d'une IA plus frugale tout à l'heure, d'une IA plus astucieuse, mais les chercheurs, quand ils sont dans ces développements, aujourd'hui, c'est quelque chose qui rentre vraiment en ligne de compte, ce côté transition climatique Oui, bien sûr. Alors, à tous les niveaux, c'est-à-dire que alors, il y a des chercheurs qui adressent ce problème en particulier. C'est l'un des axes majeurs de l'université PSL qui porte Prairie aujourd'hui. Tous les chercheurs, il n'y a pas un chercheur aujourd'hui qui se dit chouette, je vais faire un gros modèle qui va consommer plus. Donc la préoccupation est vraiment au cœur de tous les travaux. Et il y a aussi un grand travail à faire, puisqu'on a la formation qui est très importante, la formation qui est adossée à la recherche. Et c'est très important de faire passer le message. Et pour les entreprises en particulier, dans la formation continue, etc., ce n'est pas parce que l'IA générative, c'est à la mode, qu'il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser quand vraiment on ne peut rien faire d'autre. Donc c'est très consommateur, on en est tous d'accord, etc. Aujourd'hui, pour un certain nombre de sujets, c'est la seule solution. Mais il faut apprendre à détecter quels sont les cas d'usage sur lesquels c'est utile, quels sont les cas d'usage sur lesquels ça ne l'est pas, déjà avec les outils d'aujourd'hui. Et pour la suite, bien évidemment, il y a des tas de travaux en cours sur comment trouver le prochain paradigme qui ne sera peut-être pas l'IA générative, qui sera autre chose et qu'on souhaite moins coûteux. Moi, je vais vous faire une réponse d'industriel sur le sujet. La réponse d'industriel, c'est que pour l'instant, l'IA, on n'a pas fait la passe de design to cost. La passe de design to cost, c'est quand on a fait un truc et qu'on dit OK, ça marche, maintenant, on va faire en sorte que ça coûte moins cher. Donc quand on construit des bidules, c'est le moment où globalement on dit aux mecs de la R&D, tu te pousses sur le côté, tu as les mecs de l'industrialisation qui débarquent, et là on divise le coût de la production par beaucoup. Parce qu'en fait, c'est pas le même boulot que de faire ça. L'IA, aujourd'hui, il faut comprendre plusieurs mécanismes. Le premier, c'est que pour faire les inversions de matrice, on sert de GPU, parce que les GPU savent faire des opérations de matrice. Mais en fait, ils ne sont pas faits pour ça. C'est-à-dire que fondamentalement, si jamais vous n'avez pas de quoi battre vos œufs dans votre cuisine, vous pouvez bricoler en mettant des fouets sur votre roue avant de voiture, en la surélevant, etc. Vous allez battre vos œufs en neige. Est-ce que ce sera efficace ? Non. Dites-vous qu'aujourd'hui, dans l'IA générative, on bat les œufs avec votre voiture. C'est un peu stupide, mais en vrai, un kitchenette, c'est mieux fait pour battre des œufs. Et globalement, ce qui va se passer, c'est qu'en semi-conducteur, le cycle de création de semi-conducteurs un peu custom, c'est à peu près 3-4 ans. L'IA générative breakthrough il y a 3-4 ans. Cette année arrivent les premiers semi-conducteurs qui sont faits que pour faire des opérations de matrice de façon très efficace et beaucoup moins consommatrice. Donc globalement, la première chose, c'est on va commencer par aligner les besoins. Ensuite, c'est un rush, l'IA, avec tout le monde en même temps. Et vous vous en rendez pas compte, mais c'est l'accomplissement de beaucoup de briques logicielles, les unes à la suite des autres, qui sont faites un peu de briques et de broc, parce que c'est de la recherche et du machin. Et en fait, on met des proof of concept en production. En clair, la qualité logicielle globale de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de la grosse daube. Parce qu'on n'a pas le temps, parce que les gens n'ont pas le temps de se parler, parce que les intégrations ne sont pas sûres, parce qu'on ne sait pas quelle partie va être réellement utilisée dans 3 mois. Et donc, pour l'instant, c'est un enchaînement logiciel assez peu qualitatif. Mais pareil, design to cost, on se met à optimiser et on se met à rationaliser l'usage du logiciel. Et donc, on va faire des choses qualitatives. Et donc là, dans les temps à venir, même l'IA générative, et je ne parle pas des autres avancées qui sont réelles à venir, l'IA générative va avoir des cas où on va diviser, encore une fois, nous, la baseline sur laquelle on bosse en industrialisation, on va diviser par 400 le coût du truc. Ça, c'est l'hypothèse basse. Donc, en fait, on va arriver dans la zone de design to cost où, en fait, on va tous diviser massivement les coûts de l'IA. C'est tout simplement l'IA à l'heure actuelle, c'est pas soutenable d'un point de vue financier. Et ça éclate personne de bouffer une tétrachier d'énergie pour faire tourner l'IA. Ça pose des énormes problèmes industriels dans les data centers que je n'ai pas envie de vous expliquer là parce que c'est très long. Mais en fait, ça emmerde tout le monde.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la passe de design to cost et on va industrialiser l'IA. Ça va coûter beaucoup moins cher assez rapidement. Et j'ai même envie de dire que c'est une phase d'opportunité pour la France de financer ces projets-là, parce que les gens qui vont industrialiser l'inférence vont tout simplement faire gagner énormément d'argent à tout le monde, et c'est une façon de revenir dans la compétition économique mondiale. Donc pour moi, je dirais pas que c'est un non-sujet, mais je dirais que c'est un sujet qui est bien traité par l'écosystème et qui va se traiter, et qui par ailleurs, la recherche est complètement focus dessus. Donc pour moi, c'est pas le sujet le plus principal du marché. Le sujet principal est un sujet éthique, d'usage et de pouvoir économique et de pouvoir sur le récit historique. Et là, c'est ce dont on parlait hier avec les IA qui sont orientés politiquement. Oui, et puis derrière, puis c'est pour les boîtes, c'est avoir les clients derrière eux. Isabelle, un tout dernier mot. Pour financer les innovations, il faut des capitaux. Alors là, on demande les liens entre INRIA et les fonds d'investissement. Est-ce que ça, aujourd'hui, les liens entre les centres de recherche, les fonds d'investissement, est-ce qu'il y a cette relation qui se fait? Ah oui, oui. Alors, INRIA avait à un moment lancé son propre fonds. Oui. Il y a quelques années, qui s'appelait, j'ai un trou de mémoire, IT Translation. Avait une filiale. Oui. Maintenant, c'est plus le cas parce que l'écosystème a grandi, mais il y a des fonds, des fonds très connus sur le marché qui ont des alliances et qui font peut-être pas des joint ventures, mais en tous les cas, qui ont des associations très fortes avec des universités, des organismes, etc., et qui sont vraiment au plus près des labos pour accompagner les projets qui sortent des entreprises. Et avec une partie administrative qui est plus simple aussi à faire ce lien entre... Non, alors pour le coup, sur ça, c'est pas ce qui est le plus compliqué pour un chercheur qui a envie de faire une start-up. L'administration, c'est pas le truc le plus compliqué. Il y a vraiment énormément de mécanismes d'accompagnement dans les organismes publics, universités ou organismes de recherche, qui les amènent jusqu'à l'incubateur, etc. C'est vraiment après le fait de trouver des capitaux où là les fonds interviennent. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Merci infiniment. On peut applaudir Isabelle Rille et Quentin Adam de nous avoir accompagnés pour ce début de matinée. Merci encore. Jingle.